En ce qui concerne la loi 2.0 sur le cloud, on remarque un net changement d'attitude des entreprises à son égard au cours des 6 à 12 derniers mois. Je pense que ceci est dû au fait que les acheteurs, tout comme les vendeurs, ont compris que l'un des inconvénients, l'un des obstacles au cloud, était le manque de garantie généralement proposé par les contrats et tous les problèmes qui en découlent en matière de protection des données. Il semble qu'il y ait maintenant un changement dans le monde des affaires et nous constatons qu'à présent, outre la concurrence en matière de prix et de services, les vendeurs impliqués dans le cloud entrent en concurrence sur les contrats juridiques associés aux services du cloud. Ce que les vendeurs considéraient auparavant comme un obstacle est désormais considéré par ces derniers comme une opportunité parce qu'ils ont compris que s'ils fournissaient non seulement des prestations de qualité à partir du cloud à faible coût, mais également des assurances juridiques associées à ces services, cette offre double leur permettra d'augmenter leur capacité de vente. Du point de vue juridique, ceci est assez fascinant parce que les conditions générales arrivent souvent en fin de processus d'approvisionnement, mais il semblerait que les termes et conditions juridiques soient désormais étudiés dès la phase d'appel d'offres et que les services soient vendus sous réserve d'être assortis de conditions générales de qualité. L'acheteur bénéficie maintenant d'un plus grand choix, il peut acheter des produits en l'état, mais des biens et services lui sont également proposés à partir du cloud, assortis à des garanties et à des engagements juridiques décents. De la même façon, d'un point de vue réglementaire, et en particulier en matière de protection réglementaire des données, les régulateurs commencent à se concentrer sur les questions de cloud computing et à les prendre en compte. La loi n'a pas systématiquement changé, pas plus qu'elle ne change systématiquement du jour au lendemain, mais la pratique des régulateurs est en évolution. Je voudrais simplement vous donner un exemple de ce que j'entends par les fournisseurs qui se font concurrence sur le plan des termes et conditions juridiques. Je fais allusion à un contrat qui a beaucoup attiré l'attention du monde juridique en matière de contrats liés au cloud. La municipalité de Los Angeles a récemment lancé un appel d'offres pour l'ensemble de son bureau, de son courrier électronique et de son système de stockage des données. C'est Google qui a remporté le contrat et la municipalité de Los Angeles est en quelque sorte devenue un client phare de Google. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre les raisons pour lesquelles Google a remporté le contrat. Il est évident que le facteur coût était important, ainsi que la qualité de service. Mais dès le début de ce concours, Google a fait en sorte d'intégrer son contrat juridique dans son offre de produits. Et ils ont vraiment mis cet argument en avant lorsqu'ils ont fait leur offre à la municipalité de Los Angeles. Alors, même si un grand nombre de dossiers sensibles vont être déplacés à cause de ce contrat, comme par exemple le système du courrier électronique du LAPD, incluant bon nombre de ces systèmes de stockage, un certain nombre de casiers judiciaires vont être transférés sur le cloud, la municipalité de Los Angeles ayant obtenu suffisamment de garanties de la part de Google pour procéder à ce transfert sur le cloud. L'argument de vente de Google a donc été autant la qualité et le coût des services que l'offre juridique. Comme l'a déclaré PC World, l'une des raisons pour lesquelles Google a remporté le contrat, c'est qu'ils ont proposé le meilleur contrat et les meilleures protections juridiques. D'où la question essentielle, quelles sont ces conditions générales juridiques que les prestataires de services commencent à proposer et qui les rendent compétitifs? Laissez-moi vous donner des exemples de ce contrat qui a été porté à la connaissance du public. Google a d'abord déclaré que l'acheteur des services pouvait annuler quand il le souhaitait et qu'il ne s'engageait donc pas à long terme. Ils ont ajouté ensuite que les droits d'audit des systèmes de sécurité de Google seraient accordés par l'intermédiaire d'une tierce partie. De la même façon, Google a promis qu'ils ne pourraient pas publier ou visualiser les données de leurs clients sans accord préalable. Google a promis des pénalités en cas de perte de service et, chose intéressante, sa responsabilité illimitée quant à la sécurité et à la violation des données. Ils ont donc tablé sur ce qui intéresse l'acheteur et plutôt que d'exclure la responsabilité, ils ont déclaré « Eh bien vous voyez, s'il y a infraction, vous pouvez nous poursuivre sans limite ». Cet exemple est un cas extrême, bien évidemment, parce que ces conditions faisaient toute la différence et c'est bien ce qui est très nouveau et très intéressant dans ce cas. Je pose la question suivante, s'agit-il d'une exception ? Ce que je veux dire, c'est, est-ce que ces conditions n'ont été proposées qu'en raison du pouvoir de négociation de la seconde grande mégapole des États-Unis, de toute évidence plus important que celui d'un petit organisme public irlandais impliquant 20 personnes? L'exemple est pertinent parce qu'il démontre ce changement et les prestataires de services commencent à prendre des contrats juridiques et à s'en servir comme argument de vente. Je vais à présent examiner d'autres prestataires et voir si ce changement n'est qu'un exemple ponctuel ou s'il se généralise parmi ces derniers. Microsoft semble également prendre la même direction avec les contrats Azure. Une étude de leur contrat montre que le type d'offre de crédit sur les services qu'ils proposent a considérablement évolué. Il ne s'agit plus maintenant d'obtenir des jours supplémentaires de crédit d'heure, vous obtenez de vrais crédits de service.
De la même façon, des garanties limitées sont données en conjonction avec le contrat de niveau de service, non pas des garanties extensives, mais des garanties limitées. C'est un changement par rapport à la situation il y a 2 ou 3 ans, où un grand nombre de ces produits, encore que certains en étaient encore au stade bêta, étaient fournis en l'état. Il est désormais possible d'actualiser ces produits, sachant qu'il existe des promesses limitées pour les sociétés commerciales utilisatrices. De même, en ce qui concerne la sécurité, il existe des promesses et des engagements relatifs à la mise en œuvre de mesures raisonnables de sécurité. Donc, ce qui importe à l'usager, si vous engagez ce type de prestataire, c'est qu'en cas de problème, il y ait un recours juridique. Comme je l'ai déjà dit, avec les anciens contrats en l'état, il y avait peu, voire aucun recours juridique. Google Apps Premier. Avec les prestataires de services, vous allez vous apercevoir que c'est invariablement pour les produits que vous payez qu'une forme de couverture juridique sera proposée. Encore une fois, Google s'est focalisé sur l'ensemble du domaine de la confidentialité, il en a fait une préoccupation centrale et s'engage à protéger les informations confidentielles des usagers et des clients sur le cloud de la même manière qu'il protège ces informations confidentielles. Et la barre est placée bien haut si l'on considère la taille des entrepôts et le volume de données que Google a en stock. Encore une fois, ils prennent cette limite de responsabilité du contrat de Los Angeles pour l'appliquer aux conditions générales de Google Apps Premier dans lesquelles ils déclarent qu'en cas de violation de la confidentialité, vous pouvez les poursuivre et qu'ils ne mettent aucune limite à leur responsabilité. De la même façon, ils donnent une garantie très basique pour ce qui est de la conformité à leur contrat de niveau de service. De toute évidence, ils sont tenus de ne rien ignorer de ce que dit le contrat de niveau de service. Penchons-nous sur un exemple plus proche de nous, Hosting 365, l'un des prestataires irlandais qui propose des services et solutions basés sur le cloud. Si l'on examine leur contrat qui est accessible au public, il ne s'agit pas d'un contrat en l'état. Vous payez évidemment les services, mais ils promettent une prestation de base, les services étant fournis en toute compétence, attention et diligence. Il s'agit d'une garantie commerciale de base tout à fait standard, mais elle donne lieu à un recours en cas de problème. De la même façon, dans leur contrat, ils déclarent qu'ils se conformeront au contrat de niveau de service. Avec Hosting 365, tout comme avec de nombreux autres prestataires, des dispositions patrimoniales existent encore tendant vers le contrat à durée déterminée. De toute évidence, lorsque vous allez tomber sur la solution cloud optimale, vous allez changer de cap et signer ce qui est nécessaire. Et l'engagement n'est pas que pour une période déterminée. Comme je l'ai dit, un changement est en train de se produire dans la mesure où tant les acteurs internationaux que les acteurs irlandais commencent à proposer des protections juridiques qui réconfortent et rassurent l'ensemble des acheteurs. Donc en fin de compte, si vous voulez, c'est l'idée clé. La première grande idée que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est qu'en termes de pratiques juridiques, dans le Cloud 2.0, les choses bougent et les vendeurs commencent à se faire concurrence en termes de services proposés. L'autre point, du point de vue de l'acheteur, c'est que les vendeurs ne sont pas tous les mêmes. Certains des gros contrats qu'Amazon utilise pour faire signer la majorité de ses clients sont encore des contrats à l'ancienne, si vous voulez, avec de très larges exclusions, selon lesquelles les services ont beau être invariablement de très bonne qualité, la qualité du contrat ne suit pas, d'où le grand nombre d'exclusions. Donc, outre le prix d'un service de qualité et sécurisé, l'acheteur se doit d'examiner l'aspect juridique. Examinez le contrat juridique et posez-vous la question « Qu'est-ce qu'il me propose dans ce contrat ?»